2, 3, fight! You win! Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc un sujet un peu spécial puisqu'il s'agit de qualité logicielle, craftsmanship au sens artisanal du terme, au sens noble du terme, adapté à un jeu vidéo rétro, un shoot 'em up. Donc peut-être que parmi vous, il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un shoot 'em up. Je vais vous présenter un petit peu tout ça aujourd'hui. Mais avant de commencer, donc, je vais me présenter. Je m'appelle François-Xavier Robin. Je travaille chez Abside. Je suis développeur depuis à peu près 1984. J'ai commencé avec l'ordinateur qui est à gauche, là, le vieux MO5, 32 kilooctets, pas mégaoctets, 32 kilooctets de mémoire, sauvegarde sur cassette magnétique. Et l'IDE ressemblait au truc de gauche en vert. Voilà, où on tapait des lignes en basique et en assembleur à l'époque. Puis j'ai suivi toute l'évolution de la micro-informatique plutôt ludique, donc Amiga, Atari ST, etc. Et c'est un petit peu d'ailleurs ce qui a inspiré la présentation que vous allez voir, qui est un shoot 'em up dans cet univers-là, dans l'univers de l'Atari ST. Je suis développeur Java depuis 1996. Je m'y suis mis en novembre, c'est sorti en avril si je ne m'abuse. Donc je remercierai jamais assez mon chargé de TD de l'époque à la fac qui m'a dit « Tiens, il y a un super langage qui va te plaire. Toi qui aimes bien le C++, ça va te plaire. » Et donc depuis, j'ai jamais arrêté de faire du Java, plutôt Java EE. Maintenant, on appelle ça du back-end, mais il y avait aussi du front-end, hein, et à un moment avec Java EE, puisqu'on faisait du JSF, par exemple. Et j'étais donc officier dans l'armée de terre, et je m'occupais des préconisations Java pour l'armée de terre, et notamment de former les développeurs du ministère de la Défense, qui, grosso modo, ça représentait entre 600 et 700 personnes au sein du ministère. Depuis avril-mai, je suis donc chez Abside maintenant. J'ai quitté l'armée et je travaille en tant qu'agitateur technique, donc c'est plutôt tech lead. Et puis je m'occupe des jeunes, de faire des appels d'offres, de répondre aux appels d'offres, etc. Et ce qui m'amène ici, donc, c'est parce que j'aime bien la qualité logicielle. J'aime beaucoup le code bien fait. Et je vais vous parler de ce que j'entends par code bien fait et fatalement donc de craftsmanship. Le craftsmanship, c'est l'idée qui se cache derrière, c'est que le manifeste agile et Scrum ne suffisent pas à faire des applications au sens noble du terme. Au sens noble du terme, c'est quoi? On va espérer de l'artisanat quand on est développeur. Je pense que quand on est un très bon développeur, on a un petit côté artiste. On fait de l'art, on n'est pas juste en train de faire un copier-coller qu'on a récupéré sur GitHub. Il y a une forme d'art quand on code. Et donc, quand ça devient de l'art, de l'artisanat arrive derrière. Donc c'est l'idée que quand vous avez envie d'une belle cuisine chez vous, vous appelez un cuisiniste, un vrai, plutôt que d'aller chez une grande enseigne et vous récupérez une cuisine que tout le monde aura et qui s'adapte mal et qui est mal faite. Alors si, ça marchera, hein, mais elle durera 1 an ou 2 jusqu'à ce qu'il y ait des petits problèmes. Alors qu'une vraie cuisine faite par un beau cuisiniste, un bel artisan, ça tiendra des décennies. Donc ça met en opposition l'opérationnel contre le bien conçu. On cherche trop souvent à faire un logiciel qui fonctionne. Ah, c'est bien, il faut qu'il fonctionne, je suis d'accord. Mais il faut qu'il soit aussi bien conçu, parce que s'il est bien conçu, fatalement il est opérationnel, mais en plus il sera robuste, en plus il va tenir dans le temps, il sera de bonne qualité, il ne va pas partir en vrille à la première migration, etc. Ensuite, dans le manifeste agile, il y a l'adaptation au changement, dans Scrum aussi. Et là, on essaye plutôt d'ajouter de la valeur constante. Quand on est dans le craftsmanship, on ajoute constamment de la valeur. D'accord ? On n'est pas juste à s'adapter au changement du client ou aussi parfois des contraintes techniques. On privilégie aussi classiquement les interactions entre individus, normalement. Mais là, dans le craftsmanship, ce qu'on va faire, c'est créer des communautés d'experts. Alors, je préfère communauté professionnelle plutôt d'experts, parce que n'importe qui peut contribuer. L'idée, c'est qu'il y a un moment, typiquement, ceux qui savent faire de l'ébénisterie de manière très, très, très belle, très noble, ils vont faire un club d'ébénistes pour dire, voilà, moi je fais comme ça, j'utilise tel outil, ah oui, toi aussi, etc. Et donc, eux, ils améliorent leur qualité de leur travail. Nous, c'est pareil, les développeurs, c'est pareil. On n'est pas juste là pour récupérer des plans faits quelque part, encore une fois, sur GitHub ou sur Stack Overflow, sans forcément comprendre ce qui se passe derrière.
et puis sans forcément chercher à les améliorer. Et ensuite, on cherche dans le manifeste agile toujours à collaborer avec le client. C'est bien, avant ce n'était pas toujours le cas. Là, l'idée avec le craftsmanship, c'est d'aller encore plus loin, c'est qu'en plus, on va faire participer le client au développement. Et il va y avoir un partenariat très productif. Le client va peut-être faire des choses au profit de la réalisation du projet, mais peut-être encore de manière beaucoup plus vaste que cela. Alors cela sort pas d'ailleurs du chapeau, hein. Je vous ai mis un lien sur softwarecraftsmanship.org. Vous pourrez aller voir le manifeste qui en découle. Et donc, ça va nécessiter des qualités diverses, de l'humilité, du partage, du pragmatisme et du professionnalisme. Alors j'insiste en plus sur l'humilité et le partage. C'est des choses parfois plutôt sur le partage, l'humilité. On est tous humbles parce qu'on ne connaît pas tout. Le partage, c'est le plus important en fait. Parce que tant qu'on ne partage pas ses pratiques, elles ne peuvent pas être critiquées, au sens noble du terme, les critiques. On ne peut pas dire « ah oui, ça c'est bien » ou « ça c'est pas bien »,« ah tu devrais faire comme ça »,« ah oui, tu as raison ». Donc c'est très important de partager pour pouvoir améliorer sa façon de faire, sa façon de coder. Et puis moi j'aime bien ça parce que j'imagine cette petite illustration parce que j'imagine que vous l'avez souvent vécu. Il y a des gens qui sont en train de travailler sur un projet, ils sont à fond sur le projet, ils ont plein de choses à faire, etc. Puis il y en a un qui a une bonne idée qui dit hey, moi je peux peut-être vous aider. Puis non, on n'a pas le temps, t'as vu tout ce qu'on a à faire. Sauf que la bonne idée qu'il a, peut-être que ça accélérerait leur travail. Et bien là effectivement dans la qualité logicielle, dans le craftsmanship, et donc dans l'artisanat logiciel, souvent on voit ça comme une contrainte de temps, alors que c'est plutôt un gain au final, c'est de l'investissement. Donc il ne faut pas laisser ça de côté. Et maintenant, on passe à l'autre domaine, les shoot 'em up. Vous connaissez tous, j'imagine. Qui ne connaît pas ce que c'est qu'un shoot 'em up? Wow, vous connaissez tous, c'est super. Donc le premier shoot 'em up, c'est celui-ci. Hein. C'est un Space Invader classique. Vous avez des aliens qui descendent, mais il n'y a pas de scrolling, il n'y a rien qui se passe. Le vaisseau, lui, il reste sur un plan complètement horizontal. Il y a des tirs. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de tirs. Mais il y a quand même une notion d'état, puisqu'il y a les boucliers qui sont là pour protéger un petit peu le vaisseau et qui se détruisent au fur et à mesure que les aliens tirent dessus. Et quand les aliens descendent, voilà, et le joueur ne peut plus, a perdu une vie. Ensuite, dans les années 90, il y a deux grands jeux marquants, en tout cas pour moi. Ce sont R-Type. C'est R-Type 2 ou 3, je ne sais plus. Scrolling horizontal. Cette fois-ci, on voit des choses un petit peu plus complexes. On voit des différents types de tirs. On voit des salves d'ennemis qui arrivent en suivant des trajectoires sinusoïdales. Et puis, l'état du vaisseau varie en fonction de la progression du jeu, etc. Ça, c'était sur Amiga, si je m'abuse, mais ça existait sur tout un tas d'autres machines. Et enfin, donc, Xenon 2, qui est le jeu... Okay, j'ai cassé beaucoup de joysticks dessus. Hein. À l'époque, c'était pas des pads, c'était des joysticks. Qui était fait par les Bitmap Brothers à l'époque. Et c'est de ce jeu-là dont je me suis inspiré donc, pour créer le mien, mais en appliquant de la qualité logicielle. Donc vous allez revoir des composants graphiques de ce jeu-là, puisque je suis allé les récupérer sur Internet. C'est pas bien, faut pas le faire. Pour construire le jeu d'après. Alors comment est-ce qu'on fait un jeu en fait? En fait, je suis parti... Oui, si, c'est ça. Je suis parti bien sûr avec du Java, hein, parce que moi je préfère le Java. Avec Java, on peut tout faire, mais avec des exigences de qualité, parce que c'était ça un petit peu l'objectif de base, qui est de faire du clean coding, de l'extreme programming, des coding challenge, parce que ce jeu vidéo était aussi une sorte de prétexte pour pratiquer des coding challenge, par exemple, créer des algorithmes pour la gestion des tirs, que les tirs ne soient pas rectilignes, vous verrez, je ferai une petite démo, les tirs ne soient pas rectilignes, mais les tirs soient sinusoïdales aussi, etc. D'appliquer les patterns au sens large du terme, les design patterns, notamment, mais pas tous, et puis pratiquer de la revue de code avec les équipes qui étaient constituées pour utiliser cette plateforme, cet embryon de jeu vidéo. Vous avez à droite une capture d'écran sous Eclipse de l'ensemble des packages du jeu qui suivent une nomenclature particulière. Mais ça, c'est un petit peu du détail, mais j'y reviendrai après plus tard sur la responsabilité des classes. Donc pour faire ceci, j'ai utilisé libgdx.
J'espère que vous connaissez libgdx. Il y a beaucoup de jeux sur Android qui fonctionnent avec libgdx. Vous pouvez utiliser tout un tas de langages, c'est pas fait que pour Java. Et vous pouvez donc programmer votre jeu vidéo très facilement. C'est sous licence Apache 2, vous récupérez un installeur sur Internet, il vous génère un projet soit IntelliJ, soit Eclipse, ce que vous voulez, et vous pouvez faire ce genre de jeu-là. C'est vrai qu'on s'adapte en fonction des périphériques. Si c'est sur Android, il va falloir faire attention à la capacité de calcul, etc. Mais si ça fonctionne sur du desktop, vous pouvez utiliser toute la capacité logicielle de votre desktop sans aucun problème. Et moi, les démos que je vais vous faire tout à l'heure, ça sera donc sur desktop, mais avec la volonté quand même d'être un jeu rétro, donc très pixelisé, etc. Voilà. La particularité, c'est que ça tape directement sur le hardware, la carte vidéo, OpenGL, etc. Il y a une couche d'abstraction en Java qui est faite, mais qui est faite pareil aussi sur les autres langages. Donc la seule incartade aux anciens jeux vidéo, c'est 60 images par seconde, hein, parce que dans les années 90, 2000, les FPS, c'était plutôt 20, 30 et pas 60. 20-30, c'était déjà pas mal au passage. Donc c'est une superbe bibliothèque. D'ailleurs, je vais vous faire après une petite démonstration, pas plus tard que dans quelques secondes. Ça revient. Donc le principe de libgdx, c'est que vous avez un point d'entrée, hein, que vous allez étendre, la classe game que vous allez dont vous allez hériter, ou la classe application adapter, et vous allez devoir redéfinir la méthode render, et la méthode render va être appelée par libgdx de manière très synchronisée à 60 images par seconde, et c'est dans cette méthode-là que vous allez coder ce qui va se passer à l'écran. À vous d'animer tout ce qui se passe à l'écran, et là vous êtes très bas niveau. Vous n'avez rien pour vous aider, vous devez envoyer des pixels qui s'affichent donc sur la carte graphique. Pour pouvoir envoyer des pixels sur la carte graphique, on va interagir avec ce qu'on appelle le sprite batch, qui permet de batcher dans un ensemble séquentiel d'instructions toutes les instructions qui vont être envoyées à la carte OpenGL, enfin à la carte vidéo au moyen d'OpenGL. Et donc pendant chaque image, il faut calculer les déplacements. 60 fois par seconde, il faut calculer ce qui se déplace à l'écran. Donc j'ai prévu de vous faire un tout petit mini tuto sur libgdx, juste pour vous montrer le principe de base. Là, c'est un petit jeu qui commence, en fait, où il n'y a rien dedans. Quand on lance... Pardon. Voilà, j'ai rien, si ce n'est un écran bleu et juste le titre de la fenêtre qui affiche le nombre d'images par seconde, donc frame per seconds. Par défaut, c'est 60, mais ça peut varier. Hein. On part du principe que c'est 60. Donc l'idée derrière, après, c'est d'interagir avec le sprite batch pour envoyer des images. Donc une image en libgdx, c'est une texture parce qu'elle va s'écrire directement dans la mémoire de la carte graphique. Je vais y arriver. Donc j'instancie une image. Automatiquement, libgdx va aller chercher dans le class-path pour aller chercher cette texture. Bien sûr, il y a d'autres principes un peu plus propres plus tard. Voilà. Comme on travaille de bas niveau, il va falloir avoir les réflexes de C++, tout ce qu'on instancie et qui va s'écrire sur la carte graphique, il faut aussi le désallouer. Donc c'est pareil pour tout, pour le sprite batch, aussi bien pour les textures. Donc ça se fait là. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à travailler avec le sprite batch, qui a été donc instancié à la création du jeu. Et ce sprite batch, on va lui demander déjà de s'initialiser, de se terminer. Et on va écrire donc l'image aux coordonnées dans la fenêtre. Ça a recoupé. C'est bien, ça me laisse le temps de taper en même temps. Ça vient ou pas ?
Donc j'étais là, batch.draw, et j'affiche mon image. Texture aux coordonnées 0, 0. C'est des flottants, je vous expliquerai peut-être pourquoi. Et donc là, j'ai plus qu'à lancer. Voilà, j'ai bien le petit logo qui s'est affiché en bas à gauche. Les coordonnées en libgdx commencent en bas à gauche. Historiquement, en informatique, c'est plutôt en haut à gauche et pas en bas à gauche. Là, on est dans un repère orthonormé. Ce qui fait que si je veux placer ce petit logo au milieu, ici, il faut que je demande à libgdx la taille de l'écran. Je vais la soustraire avec la taille de mon image. Et le résultat de tout ça, je vais le diviser par 2 et il sera affiché au milieu. D'accord ? Là, je suis toujours pas en train de faire de la qualité logicielle. Au passage, je suis juste en train de vous montrer ce qui se passe. Donc là, 60 images par seconde, il y a ce petit logo qui s'affiche là. Maintenant, on va le faire bouger, ce petit logo. On va le faire monter. Donc ça veut dire qu'il lui faut donc des coordonnées qui varient. Il va varier sur Y. Bien sûr, Y, il ne le connaît pas encore. Donc on va en créer un champ. Y va augmenter à chaque image en fonction d'une vélocité sur l'axe des Y, qu'on va multiplier avec le temps qui se sera passé entre deux images. Alors par défaut, on peut dire c'est 60 images par seconde, on le sait. Oui, mais ça peut varier si l'ordinateur ralentit, etc., s'il y a des problèmes à chaque image. Il faut connaître cette information-là à la volée. Donc ça s'obtient toujours auprès de libgdx qui nous donne cette information en nous donnant le delta time. Voilà. Et comme la constante VY n'est pas déclarée, Eclipse le demande aussi. Donc on va le faire là. Et je vais mettre 20F. Voilà. Et là, on a notre petit logo qui bouge. Voilà, 60 images par seconde, il progresse, son Y progresse. Au bout d'un moment, bien sûr, il va sortir de l'écran en haut parce que j'ai fait aucun test sur la sortie de l'écran. Donc il va sortir de la zone affichable par la carte graphique, mais c'est pas grave. D'accord ? Donc voilà, c'est ça le principe de libgdx. Et donc de redéfinir cette fameuse méthode render. Donc bien sûr, vous vous rendez compte que pour faire un jeu vidéo, il va falloir faire pas mal de choses autour. libgdx vous propose en plus de faire toute la partie sonore aussi. Je vais revenir à la présentation. Et avant de vous montrer le code de Xenon, donc du jeu que j'ai fait, je vais vous faire une petite démonstration. Écran, c'est bon. Donc, premier écran de chargement classique. Comme il y a pas mal de ressources à charger, il y a dans libgdx un truc qui s'appelle l'asset manager qui permet de charger les assets de manière asynchrone pendant que quelque chose se passe à l'écran. Là, il y a juste une image qui a une interpolation sinusoïdale aussi bien sur l'axe des X et des axes des Y, pardon. C'est pour ça qu'il bouge un petit peu. Les fontes sont volontairement pixelisées parce que j'aime ça. Quand c'est du pixel baveux, j'adore ça. Et nous voici donc sur l'écran d'accueil. Alors là, il y a des polices de caractères qui sont gérées directement par libgdx, ce sont celles du bas, mais il y a des polices de caractères bitmap ici, qui sont codées de A à Z, où on va chercher dans une image l'ensemble des caractères qui constituent une police et qui sont associés donc à dans une hmap à chaque caractère. Et quand on demande à une chaîne de caractères de s'afficher, il va chercher chaque image, chaque bout d'image qu'on appelle des sprites. Voilà. Ensuite, il y a la gestion des clignotements, etc. Je vous en passe. Vous voyez le fond arrière qui a un mouvement de caméra aléatoire. C'est assez simple à faire en libgdx, surtout qu'en plus l'image, elle est seamless. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de seamless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Elle peut se répliquer et on a l'impression que c'est une très grande image. Donc je m'appuie sur les fonctionnalités d'OpenGL pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc un petit mot, j'en parlerai un petit peu de la musique à la fin. Juste là, vous entendez, c'est de la musique 8 bits. C'est pas de la musique MP3. Le MP3 c'est beaucoup trop volumineux. Moi je suis un peu embêté. Je suis un petit peu, comment dire, j'aime la recherche de l'octet, quoi. Voilà. Quand le moins d'octets, mieux c'est. Et vous verrez à la fin pourquoi j'ai choisi ça.
Bien sûr, il y a plein d'autres musiques qui sont dedans. Toutes ces musiques sont au format, un vieux format qui existait sur Atari ST et sur Amiga. J'en parlerai à la fin. Donc le jeu vidéo, ça ressemble à ça, pour vous montrer un petit peu, parce que tout à l'heure, je vais vous montrer côté code, à quoi ça ressemble. Oui, j'ai un petit peu adapté la présentation à moi. Donc vous avez le vaisseau quand il bouge, il a une inertie, il répond bien sûr au clavier, son état change, quand il avance, vous voyez les réacteurs qui s'affichent derrière, etc. Il peut tirer, il peut charger une grosse arme, c'est pour ça que la jauge de droite est passée en vert, et quand la jauge est au maximum, il peut tirer un gros missile, et pas avant. L'intérêt de ça, c'est que le gros missile, il peut détruire plusieurs adversaires d'un coup. J'ai quand même un petit moment où je peux respirer en activant un bouclier, mais ce bouclier baisse à gauche, vous avez vu, c'est la barre de bouclier, etc. Tout ça, ça se programme de manière propre, et pas forcément en cherchant juste à ce que ça marche, mais en essayant de déléguer, de créer des classes qui, je vais essayer de faire, qui ont la juste responsabilité avec des exigences de qualité assez élevées. Vous verrez. Je préfère, sinon je peux passer des heures. Vous avez vu un scrolling parallaxe aussi, les deux côtés défilent plus vite que le fond, qui donne un effet de profondeur. Bref. Donc voilà, ça c'est le résultat. Et puis je vais commencer à vous expliquer un petit peu la démarche de la conception de ce jeu vidéo. Et d'abord, j'ai fait... alors, c'est pas totalement vrai. La réalité, c'est quoi? C'est que j'ai récupéré LibGDX et j'ai commencé à faire joujou avec toute l'API LibGDX, mais sans aucun but. Voilà. En cherchant ce que c'était que la classe sprite, ce que je pouvais faire avec, comment envoyer du son, comment interagir avec le clavier, etc., sans aucun but, dans un bac à sable, en fait. Je vous encourage, quelle que soit la bibliothèque que vous téléchargez, que ce soit du sérieux ou du pas sérieux, c'est très sérieux de faire du LibGDX, mais que ce soit pour un projet métier ou pour un projet un peu plus ludique, de travailler sur un bac à sable d'abord pour vous faire la main. Mais une fois que je me suis senti à l'aise avec LibGDX, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux? Je veux un truc comme ça. Je veux un truc où j'ai mon vaisseau au milieu qui tire des lasers. Je veux des salves d'ennemis qui arrivent. Alors déjà, je vois déjà un positionnement d'ennemis qui m'intéresse. Là, il y a un petit décalage. Je veux un scrolling sur le côté. Alors, au début, je n'avais pas le scrolling parallaxe au fond. Et puis, les vies en haut à droite, le score en haut à gauche et en bas, une barre. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc ça, c'était mon objectif. Ensuite, je me suis dit, on ne va pas se lancer comme ça dans cet écran-là. Il faut un écran d'accueil qui dit bonjour, qui dit press spacebar, comme on avait dans les jeux vidéo avant. Donc de ça, je me suis dit, en fait, comment je conçois, quoi. J'ai une classe abstraite artefact qui va factoriser tout ce que les artefacts qui sont affichés à l'écran, donc que ce soit les tirs ou les vaisseaux ennemis ou le vaisseau ami. Tout ce comportement va être factorisé dedans et va hériter de ce que c'est faire la classe sprite de LibGDX qui ne faisait pas assez. Voilà. Donc Ship, c'est le vaisseau, c'est la classe principale, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en évidence, et puis Abstract Artefact était très important. Donc bien sûr, les ennemis aussi héritent de ça, mais sont une branche spécifique, les tirs aussi, shoot, Shield qui appartient au vaisseau et le vaisseau qui connaît son bouclier aussi, etc. Et puis, issu de ça, je me suis dit, OK, je vais avoir un enchaînement d'écrans, parce que j'ai peut-être que 2 écrans au début, mais j'en aurai peut-être 2, 3, et c'est le cas, vous en avez vu au moins 3. Il y a l'écran d'accueil qui charge les ressources, puis il y a l'écran de menu qui dit press spacebar, puis après il y a le jeu. Et donc, il faut que je fasse quelque chose qui enchaîne les écrans les uns avec les autres, puis avec le fading, fade out, le passage de l'écran vers le noir, puis le noir qui refade vers l'écran. Tout ça, c'est pas codé de base dans LibGDX, donc il faut le faire soi-même. Et donc, je suis arrivé à la partie de gauche en me disant, voilà, j'aurai le principe de abstract screen. Les écrans hériteront tous de cette classe abstraite. En bas, j'aurai une factory qui me permettra d'instancier chaque écran au bon moment. Et puis le tout, donc, héritant de ce qui existe déjà dans LibGDX, mais qui était, à mon sens, un petit peu insuffisant. Mais j'y reviendrai un petit peu à la fin, parce que j'ai revu mon discours à ce sujet. Et donc, en plus de tout ça, je me suis fixé des objectifs de code très importants.
Je me suis dit, une méthode, pas plus de 10 lignes. Si je dépasse 10 lignes, il va falloir que je m'explique à moi-même pourquoi. D'accord ? Une méthode, un verbe. Ça, pour l'instant, j'espère que je ne vous apprends rien. Un argument ou un champ, ça sera un nom explicite, et j'utilise les pluriels. D'accord ? Ça ne sera pas un truc qui ne ressemble à rien, par exemple TMP, voilà, on ne sait pas ce que c'est, TMP quoi, int TMP, on ne sait pas. Une classe, c'est 10 méthodes max, sauf getter, setter, que j'extrais. Mais une classe, c'est 10 méthodes max. Si j'en ai plus, il va falloir que je me l'explique à moi-même. Une classe, c'est 10 champs. Si j'ai plus de 10 champs, il va falloir que je décompose, parce que ça veut dire qu'elle a trop de choses. D'accord ? Et il n'est pas rare sur les projets réels, sur les projets métiers, de voir des classes avec 100 champs. Voilà, bon courage. Et un package, c'est 10 classes maximum. Alors, 10 classes, classe, interface, classe abstraite, ce que vous voulez, enum, pour moi, c'est la même chose. Et donc, si on calcule assez rapidement, ça veut dire qu'une classe, c'est grosso modo 100 lignes de code, et que, en plus, grâce à tous ces nommages, grâce aux nommages auxquels je vais faire très attention, il n'y aura pas de commentaires sur le comment, mais seulement des commentaires sur le quoi, éventuellement. Et vous verrez qu'il n'y aura quasiment pas besoin de commentaires, parce que quand les variables sont bien nommées, quand les arguments sont bien nommés, quand les méthodes sont bien nommées, les classes aussi, vous n'avez quasiment plus besoin de faire du commentaire sur votre code. Alors, souvent j'entends, 10 lignes de code par méthode, c'est pas possible. Bon, je vais vous prouver que si, en fait. Pour arriver à tout cela, je vous encourage aussi de lire cet ouvrage de Robert C. Martin qui s'appelle Clean Code. Si vous ne l'avez pas déjà acheté, achetez-le, c'est juste excellent. Et donc, ça va être quoi ? De la factorisation à outrance, de l'abstraction, de la conceptualisation, de l'encapsulation, et même les conditions, toutes les conditions qu'on place dans les if avec des et, des ou, à tire-larigot, tout ça, ça va sortir, ça va devenir des méthodes. Parce que peut-être que ça peut être réutilisé ailleurs, cette condition-là, voilà, etc. Et donc, je m'interdis le copier-coller. Alors, même si souvent c'est bien, mais il faut faire attention au copier-coller de code. Alors, je pense que vous savez pourquoi. Parce que quand on copie-colle du code que vous avez fait ailleurs, potentiellement, vous êtes en train de copier un bug. Et quand vous devrez le corriger plus tard, il va falloir le corriger 2 fois, et vous allez peut-être l'oublier. Et donc, du coup, vous allez avoir des problèmes sur le suivi et la correction de l'ensemble de vos bugs. Voilà. Donc, petite démonstration sur le principe d'extract méthode. Alors, je vais le faire avec Eclipse, mais ça existe aussi sous IntelliJ, sous NetBeans, sans aucun problème. C'est là. J'espère que je ne vais pas perdre l'écran. Voilà, alors, je vais vous montrer un truc. Non, c'est pas là. Ça, c'est celui d'après. Alors, regarde-moi cette méthode. La méthode handle, qui fait grosso modo une 30aine de lignes de code. Est-ce que vous voyez là, en un coup d'œil, ce qu'elle fait ? Je vous laisse 10 secondes. Wow, j'espère que vous n'arrivez pas à lire ce que ça fait. Parce que c'est compliqué, en fait, là. Elle fait trop de choses, quoi. Elle fait beaucoup trop de choses. Il y a des ifs imbriqués. Voilà, elle fait vraiment, vraiment beaucoup trop de choses. Donc, l'idée de tout ça, là, c'est de casser cette complexité de compréhension. Typiquement, celle-là, qu'est-ce qu'il fait, là ? Il vérifie que je n'ai pas appuyé sur la touche contrôle pour activer le bouclier. Si c'est ça que ça fait, clic droit, refactor, extract méthode. En plus, Eclipse, c'est sympa. Je vais l'appeler checkShield. Hop. OK. Et c'est fini. Il a créé une méthode private en dessous qui s'appelle checkShield, qui est appelée par ici. Alors, je reviendrai un petit peu après, parce que vous allez me poser des questions sur les performances, j'imagine. Et je vais vous parler d'un truc après, un truc génial qui s'appelle l'inlining automatique de la JVM. Pareil ici. Ici, là, cette partie-là, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est quand j'appuie sur le tir classique, je fais pareil, refactor, extract méthode, check, normal, fire. Hop, voilà. Pareil pour celle du dessous. En fait, ça, c'est pour vérifier le gros tir. Clic droit, extract méthode, etc., etc., vous avez vu ?
Voilà. Et puis cette condition-là, la condition, pour pouvoir tirer dans le jeu vidéo, il ne faut pas que le bouclier soit actif et il ne faut pas que le vaisseau ait été détruit. Quand il clignote, quand il a été détruit et qu'il y a encore des choses qui s'affichent à l'écran, il ne peut plus tirer, bien sûr. Et bien cette chose-là, on va le sortir, cette expression-là. Refactor encore. Extract méthode. Il détecte tout, que ça doit renvoyer un booléen, etc., qu'elle peut être statique, elle pourrait ne pas être statique, mais elle a juste besoin d'une instance de chip. Je vais l'appeler canFire. Hop. Et voilà. Et on est passé de 37 lignes de code, grosso modo, à pas grand-chose. Et puis en lisant, on sait ce que ça fait. Je pense que je vous ai convaincu, j'espère. Et je n'ai pas besoin de documentation pour savoir ce que ça fait. Donc la première partie, ça manipule, ça vérifie le mouvement vertical du vaisseau. Le second vérifie le mouvement horizontal du vaisseau. Ensuite, ça calcule l'inertie du vaisseau quand on lâche le clavier. Et enfin, ça vérifie qu'on peut tirer. Et juste avant, donc la vérification, si le bouclier a été activé ou désactivé. Voilà, etc. Et donc le résultat est après en dessous. Je pourrais encore décomposer en dessous, là, vous voyez. Bon, là, je vais laisser comme ça pour la démo, je pense que vous avez compris le principe. Donc voilà le principe d'extract méthode, ça existe sur tous les IDE, c'est pas que Eclipse qui fait ça, bien heureusement. Au début, je vous disais, on va essayer de faire de la qualité pour penser à celui qui vient après nous, quoi. Pas pour nous, alors quoique même parfois, moi je suis déjà tombé sur des lignes de code que j'avais écrites et puis je me dis mais qu'est-ce que j'ai bien voulu faire là-dedans quand je réouvre mon code C++ 15 ans plus tard et que je vois des choses bizarres, je dis mais qu'est-ce que j'ai bien voulu faire? Parce que typiquement ça, je sais pas, est-ce que vous savez d'où ça sort ce code-là? Vous avez une idée? Ouais, de Quake, exactement, c'est le moteur de rendu de Quake, c'est assez connu. C'est un développeur qui a fait ça, et puis plusieurs années plus tard, ils sont revenus dessus pour savoir pour faire des optimisations, et puis le développeur était parti, il savait plus quoi en faire, et il savait plus ce que ça faisait, parce que les variables étaient bizarres, et puis parce que il y avait des choses un petit peu folles. Ce nombre-là s'appelle le nombre magique Quake, si je me souviens bien, là, on ne sait pas d'où il sort. Et puis celui qui passe derrière, donc en deuxième intention, c'est lui qui commente en fait. D'accord ? C'est pas le développeur initial qui a commenté, c'est celui qui passe en deuxième intention. C'est pour ça qu'on a des commentaires un petit peu louches. Et puis le dernier commentaire est génial, c'est deuxième itération, ceci peut être supprimé. Ah oui, c'est tellement supprimé que c'est même mis en commentaire. Donc oui, ça peut vraiment être supprimé. Donc voilà. Moi je pense que ça c'est horrible pour celui qui suit. Alors, la version lisible, c'est un petit peu ce qu'on a fait ensemble, ce que je viens de vous montrer. 3 règles, bien nommées, bien nommées, bien nommées, et toujours bien nommées, ce qui permet de comprendre tout de suite ce que fait du code. Là, je pense que vous comprenez en regardant cette classe-là qu'elle gère toutes les explosions qui sont à l'écran. Toutes les explosions sont mises dans une liste. Voilà. C'est cette liste qui est exploitée. Une méthode statique parce que c'est quelque chose qui va pouvoir être utilisé de n'importe quel endroit du jeu vidéo pour pouvoir ajouter une explosion à un endroit parce qu'il y a différents types d'explosions avec le type d'animation d'explosion, pardon. Et cette méthode donc appelle celle-ci et puis on comprend en regardant juste le nommage des méthodes et des variables ce qui se passe. Typiquement, je pense que vous avez tous compris qu'après avoir ajouté une explosion à ma liste des explosions à l'écran, il y a un petit son qui vient de se générer, etc. Après le reste, je ne les ai pas dépilés, mais c'est assez simple. Je pense que dans la méthode render, vous imaginez bien que c'est le rendu de l'ensemble des explosions à l'écran. Et puis la méthode remove finished explosion, parce que il faut parcourir la liste pour supprimer les explosions qui se sont terminées, celles qui sont allées jusqu'à la dernière image. Ensuite, je me suis forcé aussi à appliquer des patterns. Singleton, quoi qu'on en pense, Singleton, ce pattern est quand même toujours assez utile. Il pose plein de problèmes quand on est dans des environnements multithreadés, clusterisés, etc. Mais quand on est dans ce domaine-là du jeu vidéo, où le multithread, il n'y en a quasiment pas, c'est quand même quelque chose qui est très utile. Le principe de façade, donc quelque chose qui vous facilite et qui vous simplifie un système, je en parlerai quand je viendrai sur la partie sonore. Factory méthode, je vais vous présenter aussi dans pas longtemps une factory à base d'enum, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Le principe d'observeur observable, là il y a des objets qui sont observables
Il y a des artefacts qui sont observables et d'autres qui sont en observation de cet objet-là. Par exemple, quand le vaisseau est touché et qu'il n'a plus d'énergie, il n'a plus de vie, il y a le gestionnaire de vie qui est en écoute de ça et qui observe son état, et quand son état change, il enlève, il décrémente une vie en haut à droite. Donc on peut totalement faire des design patterns, même dans le domaine du jeu vidéo. Ensuite, ce n'est pas un pattern au sens design pattern, au sens des 23 patterns du Gang of Four, du GOF. C'est le modèle view controller et modèle view presenter. Donc l'enchaînement des écrans, des interactions avec le clavier, etc. respecte le modèle MVC et le modèle MVP, plutôt MVP pour être précis d'ailleurs. Mais j'aimerais quand même mettre un petit bémol sur les patterns. Il y en a qui sont très compliqués à comprendre et parfois ils introduisent plus de complexité. Et les développeurs qui passent derrière, surtout les juniors, ils passent plus un temps... pas infini, mais un temps certain à comprendre le pattern plutôt qu'à s'en sortir et puis à l'utiliser correctement. Donc pour moi, voilà, Singleton, façade, builder avec du method chaining, ce sont les plus importants. Vous vous souvenez, j'avais fait donc le design papier de la partie abstract artefact, etc. Voici en concret comment ça a été codé et le code source. Alors c'est des extractions avec Object-Head, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un plugin pour Eclipse, donc qui vous génère de l'UML en fonction de votre code source. Donc c'est du reverse engineering. Et grosso modo, à part la classe artefact data qui est arrivée ici, ça correspond à ma conception UML que j'avais faite à la base. La raison de la création de cette classe abstract data artefact data qui est là, c'était justement pour remplir mes exigences qui étaient je veux pas plus de 10 champs par classe, sachant que la classe du coup abstract artefact ici, qui était une classe abstraite, commençait à avoir beaucoup trop de champs par rapport à ça. Et donc de fonctionnalités. Pareil pour ma classe vaisseau, vous voyez, là, elle commence à avoir pas mal de méthodes, donc je commence à être un peu limite par rapport à mes exigences de qualité. Abstract string, pareil, la conception initiale sur papier et le réel, donc quasiment aucun écart. Et cette fois-ci, donc, je vais vous montrer juste après la factory, donc grâce à une enum, donc grâce à Java 8, puisque c'est une enum qui est disponible depuis Java 5, mais qui va s'appuyer sur toutes les fonctionnalités de Java 8, les suppliers et les lambda, et les références de méthodes. Or, typiquement, vous voyez la classe abstract string, qui est une classe abstraite qui est au cœur de ce dispositif, ne fait que 63 lignes, 67 lignes, donc je suis dans mes exigences de qualité. Alors, quand on fait une factory, anciennement, il y a très longtemps, on faisait ce genre de choses-là. On déclarait un certain nombre de constantes, et puis on créait une méthode statique capable d'instancier un écran qu'on renvoyait sous la forme de son interface, et seule cette classe-là, en fait, seule la factory connaît les implémentations réelles. C'est elle qui crée la dépendance à cause du new, mais la classe qui va avoir besoin d'un screen ne connaît pas les implémentations réelles et passe par la factory pour les avoir. Et donc on faisait ce genre de choses-là, on faisait des contrôles, etc. Quand on rajoutait un écran, il ne fallait pas oublier ici de rajouter une nouvelle plage de valeur, il fallait rajouter un case, etc. Bref, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais à chaque fois qu'on rajoute du code comme ça et qu'il ne faut pas oublier, potentiellement, on peut avoir des bugs, on peut créer un bug. Une nouvelle façon de faire à base d'enum est un peu plus sympathique. L'idée, c'est de conserver pour chaque valeur d'une enum une bifunction sous forme qui va être un supplier, en fait, qui va fournir une instance de screen, et cette instance de screen va avoir besoin en entrée de deux choses, un contrôleur et un sprite batch, parce que pour travailler, il va falloir besoin d'un sprite batch à l'écran. L'écran va avoir besoin de ça. Et donc, à l'initialisation de chacune des valeurs, on fournit l'un des constructeurs de certaines classes qui respectent ce contrat, donc d'être une bifunction de Xenon Controller Sprite Batch et qui renvoie un screen. Ensuite, du coup, quand on appelle cette factory, on l'appelle de cette façon-là, XenonScreen.loading, donc on va chercher la valeur, on ne peut pas se tromper, c'est pas 0, 1 ou 2 ou 3, etc. On ne peut pas se tromper. Et createScreen, voilà, bon là il y a une notion de bidirectionnalité, c'est pour ça qu'on passe l'instance de ZIS, mais ce n'est pas forcément utile. L'idée derrière, voilà, c'est que grâce
au lambda et aux références de méthode, et ici c'est références de méthode un peu particulières puisque c'est références de constructeurs, on arrive à faire des factories assez intéressantes. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que alors ça dépasse aussi un petit peu le but de ce talk, mais quand vous utilisez des frameworks comme CDI ou comme Spring, etc., où ça, dans tous les sens, vous utilisez des factories sans le savoir, parce que quand vous faites des @inject ou quand vous faites des @autowired, etc., ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a une factory qui est là, qui écoute pour vous et qui va essayer d'instancier l'objet, la classe qui correspond à ce que vous attendez en fonction du contexte. C'est bien de savoir comment ça fonctionne, déjà, d'emblée, et puis ensuite d'utiliser des API d'introspection pour pouvoir faire à peu près le même genre de travail. En ce qui concerne donc les animations que vous avez vues à l'écran, en fait, on est en train on fait un dessin animé en fait. Chaque explosion, donc là vous avez les images de l'explosion. Une explosion commence comme ça, tout petit, et puis finit comme ceci. Donc ce sont des frames, et ces frames ont chacune une durée. Bien sûr, chaque animation a une durée différente. Typiquement, l'explosion ici a une durée de vie, je pense, beaucoup plus longue que cette animation ici, du petit bonus qui tourne sur lui-même. Donc grâce à ces images-là, on a l'impression que le bonus tourne sur lui-même, mais non, tout est précalculé à l'avance. J'ai mis en place 3 types d'animations. Bounce, c'est ping-pong, l'effet ping-pong. Loop, on recommence. Quand on est arrivé à la fin de l'animation, on recommence. Et puis once, une seule fois. Typiquement, une explosion, c'est une seule fois, alors que le bonus qui tourne sur lui-même, c'est une loop, tout simplement. Et puis, les animations doivent être en fonction aussi des commandes du joueur. Typiquement, le vaisseau, c'est en fonction des commandes du joueur. Quand j'avance, j'ai les réacteurs qui s'affichent, qui s'allument. Quand je vais vers la gauche, le petit vaisseau, je prends une autre image d'un vaisseau incliné. Tout ça, c'est précalculé à l'avance. Ce n'est pas libgdx qui va m'aider. Et au final, qu'est-ce que j'ai codé pour faire tout ça? Ça peut paraître un petit peu complexe. Ben non, j'ai qu'une classe qui s'appelle AnimatedSprite, qui étend la classe Sprite et qui comporte que 2 champs, 55 lignes de code, 2 lignes par méthode en moyenne. Pas besoin de doc parce qu'on sait ce qui se passe, vous voyez. Et puis, grâce aux nommages pertinents, on sait ce qui se passe. Alors bien sûr, je réutilise des classes de libgdx, mais elles n'étaient pas suffisantes pour faire ce que j'avais envie de faire. Pareil pour les tirs, les shoots, et là on va voir quelque chose juste après. Ici, c'est la seule classe qui gère les tirs, qui représente un tir, qui gère pas les tirs, qui représente un tir. Et un tir donc va avoir sa propre trajectoire. Vous avez vu, sinusoïdal, c'est pour ça qu'il y a un interpolator de type sinusoïdal, une distance, une variation par rapport à la trajectoire initiale. Et puis tout simplement sa mécanique d'affichage sur le sprite bash, donc sur OpenGL, tout simplement. Alors cette classe-là, déjà, moi, quand je la vois là comme ça, j'ai un problème, j'aime pas. Qui a une idée sur ce qui ne va pas dans cette classe-là? Enfin, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, d'autres problèmes. Moi, je trouve que le nombre d'arguments du constructeur est beaucoup trop élevé. Il y a beaucoup trop d'arguments. D'ailleurs, on est en limite. Et si j'en rajoute encore un, j'ai Sonar qui va commencer à me dire qu'il y a beaucoup trop d'arguments. Donc l'idée qui se cache derrière, c'est de faire ce qu'on appelle de l'argument wrapping. Donc je vais me mettre sur la classe shoot. Ici, je vais me mettre sur ces arguments-là. Et par exemple, floatx et floaty, je vais en créer une classe en fait. Je suis tout le temps en train de balader ces choses-là. Je vais faire refactor. Je vais faire introduce parameter object. Alors, je ne vais pas tout prendre, effectivement. Voilà. Et je vais l'appeler position. D'accord? Et quand je vais voir position, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait public float x, public float y, un constructeur, etc. Pourquoi pas? Moi, je peux aussi faire le design pattern builder, si ça peut être intéressant, et puis continuer comme ça à
simplifier l'ensemble des classes de mon jeu vidéo. Et cette classe position qui maintenant renferme un X et un Y, je peux l'utiliser un petit peu partout dans mon jeu vidéo pour que ça soit un peu plus propre. Donc c'est ce que je viens de faire, la démo de l'argument wrapping. Les managers, j'en ai plein dans le jeu. J'ai le gestionnaire de bonus, j'ai le gestionnaire de collision, j'ai le gestionnaire des ennemis, j'ai le gestionnaire des explosions, le gestionnaire des projectiles et le gestionnaire du score. Pour vous montrer un tout petit peu les collisions, je vais revenir sur le jeu qui est là. Je vais juste vous montrer quelque chose très rapidement. J'ai activé là une petite fonctionnalité de debug. Vous voyez un petit cercle rouge autour de tous les artefacts. En fait, le mécanisme de collision et de détection des collisions, j'ai choisi les cercles. Il y a plein d'autres mécanismes. Il y a les carreaux, il y a les cercles, et puis après, il y a Pixel Perfect. L'idée, c'est d'optimiser les choses. Ici, on est dans un jeu vidéo, on va dire, où la précision n'est pas très importante. L'idée, c'est que ça soit réactif et rapide. La collision entre les cercles, ça suffit. Donc, je travaille sur ça. J'utilise les détections et la superposition de cercles de libgdx qui offre cette fonctionnalité pour savoir si deux cercles ont une intersection ou pas. Typiquement, le score manager, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste quelques lignes de code. Ici, il y a une partie synchronized, mais qui n'est pas très utile, et puis parce que j'ai pas j'ai pas de thread, donc ça, je l'ai enlevé dans une version récente. Et ça suffit donc pour gérer le score et qu'à n'importe quel endroit du jeu vidéo, le score puisse être manipulé et manipulable. Alors, vu qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais passer sur cette partie-là, sur la partie Let's Code. C'était assez simple de rajouter dans le code source, quand on collecte un bonus normal, on a 100 points, et puis en plus on génère une escadrille supplémentaire. C'est dans un petit endroit tout simple. Grâce au nommage, on trouve très rapidement. Mais je vais passer cette partie-là. Parce que je vais vous parler donc du refactoring et du facading. Donc, je vous en ai parlé au début, toute la partie son, j'aurais pu me contenter de ce que m'offre libgdx, c'est-à-dire prendre un fichier MP3 et être heureux avec ça. Sauf que le MP3, c'est très volumineux, hein, ça prend trop de mégas, 2, 3 mégas, 4 mégas, 5 mégas, ça dépend. Mais moi, je préfère des kilooctets. Donc vous voyez, par exemple, la musique d'intro, c'est 13 kilooctets, c'est pas grand-chose. Ça marche sur le principe de séquenceur. Donc à l'époque, les séquenceurs sur Atari ST, ça ressemblait à ça. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je suis allé chercher une bibliothèque sur Internet, il y en avait plusieurs, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-unes quand même, qui sont capables de lire des fichiers .mod ou .xm, qui sont donc dans ce vieux format d'Amiga et d'Atari ST. Mais elle faisait beaucoup trop de choses, cette bibliothèque. Elle faisait aussi du MP3, elle faisait encore d'autres formats supplémentaires. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Je voulais réduire le footprint de cette bibliothèque-là. Donc j'ai fait un fork sur GitHub, je l'ai récupéré. Et là, c'est un très très bon exercice. Souvent, on donne comme exercice aux gens, rajouter une fonctionnalité à un truc. Rajouter des trucs, c'est finalement facile de rajouter des choses. En supprimer, c'est beaucoup plus dur. Donc je vous conseille, je vous encourage, si vous avez envie de vous challenger dans un domaine qui vous plaît, vous allez récupérer une bibliothèque que vous aimez bien et vous essayez d'enlever des fonctionnalités pour voir. Vous allez voir que c'est assez rigolo. Et donc là, j'ai fait face à une bibliothèque où il y avait des classes avec 500, 600 lignes de code, des méthodes avec 300, 400 lignes de code, avec des variables, on n'y comprend rien. Bon courage. Mais l'idée derrière, c'est d'obtenir donc une façade, une classe qui est la mienne, qui s'appelle Mode Player, qui permet de jouer en boucle ou de jouer une seule fois un point mode. Et c'est cette classe-là que j'appelle partout dans mon jeu. Donc, quelle que soit la bibliothèque que j'utilise derrière, je passe par cette façade-là. Ensuite, j'ai passé donc mon application qui est publiée sur GitHub. Ce jeu est publié sur GitHub. Et dans GitHub, vous pouvez le plugger sur tout un tas d'outils de revue de code, notamment Codassi et CodeFactor, et bien sûr Sonar en local grâce à Docker, c'est assez simple aussi.
C'était très challengeant d'avoir un feedback immédiat pour avoir le A, quoi, le fameux A que tout le monde souhaite. Et dès que j'avais un tout petit truc, à chaque fois, il fallait que j'y aille pour refaire un commit derrière. L'idée, c'était d'avoir zéro issue. Alors, la particularité des jeux vidéo, c'est que les tests unitaires, c'est pas forcément simple, parce que c'est ce qu'on voit à l'écran qui garantit que ça marche pas. Tester de manière unitaire le fonctionnement du jeu vidéo, c'est un peu compliqué. Alors, ça ressemble plus à des tests d'intégration d'ailleurs. J'aurais pu faire des tests unitaires sur certaines parties du jeu, mais j'en ai pas. Donc en ce qui concerne tout ce qui est coverage, j'ai rien. L'idée c'était ça, c'était d'avoir alors aussi bien Codassi, Codefactor que Sonar, les trois en même temps. Parce que Codassi laisse passer des choses que Codefactor ne laisse pas passer, et pareil pour Sonar. Donc c'est ça qui était très intéressant, c'est de mixer les trois. Les statistiques sur le jeu, grosso modo, 3900 lignes de code, pas beaucoup. 73 fichiers, ah oui, pas beaucoup, parce que beaucoup de factorisation, beaucoup de mise en commun. Les codes dupliqués, c'est zéro. Voilà, zéro duplication de code, qui sont détectés aussi bien par Codassi que par Codefactor. Donc il n'y a pas une seule portion de code où j'ai fait des copier-coller. Il y a quand même des classes qui dépassent mes objectifs, notamment la classe Abstract Artefact, vous voyez qu'elle a 174 lignes de code. Bon, c'est pas grave. Voilà. On peut avoir des exceptions. Tant que c'est justifié, on peut avoir des exceptions. Mais grosso modo, dans tout le projet, c'est ça, je respecte ces fameux... alors même en moyenne, c'est plutôt 6 lignes de code par méthode par rapport aux exigences initiales. En conclusion, l'idée, c'est d'écrire du code, pas pour soi, pas pour que ça fonctionne, mais pour ceux qui vont suivre. Donc, il fonctionne bien sûr, il est bien fait en plus, ça c'est le plus important. Donc, on y met de l'artisanat, on y met de l'envie, on y met du soi, on y met un petit peu d'art dessus. Refactoriser votre code. Alors, il y a plein de fois où j'ai fait un truc, j'ai fait une classe, ok, je la trouve bien, je reviens une semaine plus tard, je me dis, mais non, j'aurais pas dû faire comme ça en fait. Et puis là, mince, là j'ai trop d'arguments. Voilà. Et ça continue, on continue, et on améliore son code comme ça, on améliore la lisibilité, et on améliore celui qui passe derrière. Alors, dans d'autres confs, quelqu'un venait coder, etc., et en très peu de temps, il arrivait à coder une fonctionnalité parce que les nommages étaient à peu près potables, et puis parce que la personne n'était pas mauvaise non plus. Utiliser des solutions de revue de code combinées, je vous l'ai dit, SonarLean, Sonar, etc. SonarLean pour l'avoir au plus tôt dans l'IDE. Et Sonar, Codefactor, Codassi. Codefactor, Codassi, c'est gratuit et vous pouvez les lier très facilement à votre compte GitHub et à vos projets sur GitHub. Bon, bien sûr, il faut publier sur GitHub. Je vous demande expressément d'aller lire le livre Clean Coding, qui est juste excellent, donc il est disponible sur Amazon. Et puis, il faut se perfectionner, pratiquer, tester, partager, se remettre en cause. C'est le plus important, se remettre en cause. Moi, j'ai subi toutes les montées de versions de JVM. J'ai commencé avec Java 1.0, donc vous imaginez bien aujourd'hui tout ce qui a pu être remis en cause pendant toute cette période-là. Je subis l'arrivée de Java 5, je subis l'arrivée de Java 8, etc. À chaque fois, il faut remettre en cause ses connaissances. Ce qu'on savait sur la JVM et le garbage collector il y a 4-5 ans, c'est plus valable aujourd'hui, par exemple. Donc, il faut se remettre en cause en permanence, et ça vaut pour tous les langages aussi, de toute façon. Et puis enfin, je vous encourage à jouer aux vrais jeux, c'est-à-dire les vieux jeux, pas là où il y a trop de pixels par centimètre carré, c'est pas très intéressant, il faut du gros pixel bien baveux. Donc acheter des Raspberry Pi et puis utiliser des vieux émulateurs et acheter les ROM sur Internet. Comme ça, vous pourrez jouer en toute légalité. Je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je vous écoute avec plaisir. Merci. Ouais. tu pourras les acheter sur Emule. Ah non, il paraît que ça ne marche plus. Non, dans les packs, quand on achète des vrais trucs, c'est payé avec. Oui. L'application finale, elle fait quelle taille à peu près ? Alors, ce qui est le plus coûteux, ce sont les ressources bitmap. Le point jar, moi je peux te générer le point jar rapidement si tu veux. Est-ce que ça tient sur une disquette 3 pouces et demi ? Pas avec les graphismes, non. Mais c'était une bonne question. Qui sait ce que c'est encore une disquette 3 pouces et demi ? J'en ai acheté il y a pas longtemps pour mon Atari qui fonctionne toujours au passage.
Non, ça ne tient pas sur une disquette, non. Non, ça doit. Alors, pour te répondre très sérieusement, je crois qu'elle fait 12 mégas avec toutes les ressources. Voilà. Ce qui est beaucoup trop. Bonjour. Bonjour. J'ai une question parce que, imaginons, on va avoir un vrai projet professionnel en termes de sécurisation, je sais pas si on dit ça comme ça, le fait de découper, de tout simplifier un petit peu à l'extrême, est-ce que ça serait pas plus simple, je veux dire, pour quelqu'un de malveillant de refactorer notre code? Ah bah dans tous les cas, quand il y a quelqu'un de malveillant qui arrive à rentrer dans du code source, je pense qu'il a les compétences suffisantes pour le comprendre aussi, même s'il est mal écrit. D'accord, ouais. Non, parce qu'une grosse classe horrible, plutôt que tout découper... Dans ces cas-là, il faut utiliser plutôt des solutions d'obfuscation de code. D'accord ? Donc ton code à toi, il est propre. Hein, l'humain et tous ceux qui ont accès à ton repository, ils y voient du code propre. Mais tout ce qui est byte codé, etc., devient obfusqué. Alors attention à l'obfuscation, parce que parfois, ça génère des problèmes de performance. Mais du coup, c'est un peu moins lisible et c'est beaucoup moins maintenable. Cela étant, c'est une vraie problématique de la sécurité. Il y a des antivirus qui avaient été piratés comme ça sur leur code source. Il y avait des pirates qui avaient injecté du code source sur un repository d'un antivirus assez connu. Et du coup, un malware s'était diffusé via l'antivirus parce que le repository avait été modifié. Donc oui, effectivement, l'idée là, c'est plutôt de sécuriser l'infrastructure de dev et les repositories Git en interne et le LAN interne, mais à rester sur du code propre. Mais bonne question, c'est intéressant ça. Ouais. Est-ce que tu as tracé ou tu as une idée, parce que c'est un side project. Est-ce que tu as tracé le temps que tu as passé dessus, et est-ce que ton jeu, enfin ton projet en tout cas, tu estimes qu'il est terminé? Parce que je vois que tu as beaucoup Non, il fait n'est pas terminé refactoring. du tout. Il n'est pas terminé, puis en plus, je change, j'ai plein d'idées tout le temps. Là, j'en suis grosso modo à 55 heures de travail. Pas beaucoup, hein, 55. Ça va, ouais. Mais de code, 55 de code. Après, Oui, le bac à quand on sable, conduit en les PDX, voiture, ça, voilà. Quand on est en train de lire un livre, voilà, ça fume aussi, etc. Merci. Mais grosso modo, de code, 55 heures. Du coup, tu évoquais rapidement un problème possiblement de performance aussi, le fait de multiplier le nombre de méthodes et de multiplier le nombre de pins finalement que tu instancies. Oui. Tu as rapidement évoqué l'inlining, mais tu n'en as pas parlé. Tout à fait. Alors, je l'ai évoqué rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on peut se dire, donc effectivement, dans les anciens langages, quand on créait des méthodes un petit peu partout, comme C++, etc., et quand on ne connaissait pas ce que c'était que la fonction inline, en C++, pardon, il y avait des empilements d'appels de méthodes, etc., des empilements de paramètres, etc. Java, la JVM, il vaut mieux la laisser tourner. Et ça marche pour les applications réelles. Il faut la laisser tourner parce qu'elle va détecter le nombre de lignes de code qui vont être récurrentes, etc. Il va optimiser grâce au just-in-time, il va optimiser les appels et donc il va faire nativement de l'inlining, la JVM. Il va même être plus intelligent que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il aura détecté que telle ou telle méthode qu'il avait considérée à un moment comme fonction devant être appelée, comme si c'était une recopie de code en fait, donc de manière inline, et dire ça c'est plus utilisé, bon finalement je l'enlève de mon optimisation inline, et puis au profit d'autres qui sont peut-être appelés de manière beaucoup plus récurrente. Donc ça n'a plus d'impact en fait, grâce au JIT et grâce aux JVM récentes. Voilà, tout simplement. Alors, tu parles de quel objet par exemple? Dis-moi. L'objet position. Oui, je suis là. Bah oui, mais Ça a une empreinte ça fait mémoire. une référence. Donc, grosso modo, comme on est à Superform 64 bits, plus, de toute façon, on a enlevé aussi les autres. Donc, ça fait 64 bits. Oui, ça fait une référence en plus. Oui, effectivement. C'est pour ça que quand on est dans des parties jeux vidéo comme ça, tout ce qui est objet immuable, immutable. Il faut faire attention. C'est des choses de bien quand on fait du multithread et quand on est dans des environnements partagés où on dit attention, les objets immuables, c'est vachement bien, il en faut parce que sinon on a des problèmes de concurrence. Mais là, quand on est dans des problématiques de performance où à chaque image, à 60 images par seconde, il ne faut pas trop consommer ni de mémoire ni de temps process, là, effectivement, les objets immuables, il faut s'en passer. Parce qu'on décharge le garbage collector qui n'a pas besoin de passer. Voilà. D'autres questions? Non, plus de questions. Merci. Merci à vous.
Ceux qui ont posé des questions, j'ai des t-shirts pour vous. Donc vous pouvez venir me voir.